Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Newstank RH, RH Matin avec Indeed. Alors vous aviez deux événements à ne pas rater aujourd'hui. Le premier, c'est ce soir avec la présentation du nouvel iPhone 15 d'Apple. Et cet après-midi, c'était le webinaire avec Indeed sur un premier rendez-vous de la rentrée, le thème du bien-être au travail qui s'impose. Alors nous allons décortiquer ce sujet avec Thibaut Maire. Thibaut, bonjour. Bonjour Philippe. Donc, tu es expert du marché du travail pour le compte du moteur de recherche d'emploi. Et nous allons décortiquer ensemble une étude Forrester que vous avez commandée sur le thème « Le pouvoir du bien-être au travail pour une équipe épanouie et performante ». Je propose d'animer ce webinaire, Philippe Guerrier, rédacteur en chef de RH Matin. Je vous présente d'emblée les différentes séquences qui vont rythmer ce webinaire. On va commencer par un court volet introductif pour vous présenter le contexte du bien-être en entreprise et comment elle est prise en compte par Indeed. Et on passera ensuite sur différents chapitres pour faire des focus sur l'étude Forrester, notamment sur la dimension du bien-être au travail, une attente de la part des collaborateurs. Nous verrons aussi quelles sont les incidences autour du stress, qui est naturellement un des facteurs les plus importants à prendre en compte pour mesurer à l'inverse le bien-être au travail. Nous verrons dans une troisième séquence comment le bien-être peut être perçu comme une performance au nom de l'entreprise, pour le compte de l'entreprise. Et en quatrième partie, Indeed nous fournira quelques recommandations pour développer le bien-être au travail. Nous finirons ce webinaire avec une petite séquence de questions-réponses avec nos participants. Et ça me permet de vous fournir quelques éléments concernant l'organisation de ce webinaire. Les participants peuvent poser des questions sur l'ensemble de cette heure dans le module de discussion de chat que vous avez à votre disposition à droite de votre interface pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Et on tâchera naturellement d'y répondre un maximum, soit au cours de ce webinaire, soit à la fin si cela nécessite quelques éclairages un peu plus importants. Et naturellement, je vous rappellerai aussi en fin de session que ce webinaire sera disponible par le biais de RH Matin. Thibaut, je propose de passer maintenant dans le cœur du sujet, avec cette étude Forrester que vous avez commandée pour le compte d'Indeed. Ce que je vous propose, c'est de faire le point sur d'abord ce qu'on appelle le bien-être, parce que ça peut être présenté sous différentes formes et on va essayer au moins d'affiner la définition. Thibaut, je te laisse la main. Merci Philippe. Alors en effet, d'abord, on peut peut-être commencer par une première chose et pourquoi, on y reviendra, mais pourquoi Indeed s'intéresse à ça. Alors Indeed, vous le savez, je l'espère, toutes et tous, c'est le premier site d'emploi dans le monde. En France, c'est presque 7 millions de personnes qui viennent tous les mois y chercher un travail et c'est plus d'1 million d'offres d'emploi réparties dans tous les secteurs d'activité et tous les métiers. Et ça nous tient à cœur un peu de surveiller des éléments plus qualitatifs du marché du travail et de l'emploi. C'est pour ça qu'on est amené à commander ce type d'études avec des partenaires et ensuite à les commenter et à les diffuser au plus grand nombre pour faire avancer et puis coller au plus près de notre mission qui est d'aider les gens à trouver un travail et un travail le plus épanouissant possible. La première chose, et je crois, Philippe, que vous y reviendrez un peu plus tard, c'est peut-être de vous donner un peu le contexte. C'est une étude qu'on a menée dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on va vous présenter quasiment exclusivement les trouvailles pour la France. Mais on a aussi interrogé des Américains, des Britanniques, des Allemands, des Japonais, etc., des Néerlandais. Donc ça nous permet aussi de faire certaines comparaisons. Et la première chose, c'est que le bien-être au travail, il est au minimum perçu comme un droit, pas simplement comme un privilège. Et c'est d'autant plus vrai en France. Dans les personnes interrogées, on a 83% des actifs qui sont interrogés. Et peut-être pour un tout petit peu plus de détails, c'est un peu plus de 1000 personnes qui sont interrogées, moitié hommes, moitié femmes, représentant des actifs, donc soit des personnes qui sont en emploi ou en recherche d'emploi depuis moins de 2 ans. Et on le redira évidemment à la fin, mais le détail de la démographie de cette étude sera disponible directement dans le lien de l'étude. Et en France, donc 83% des actifs interrogés considèrent que c'est un droit, ce bien-être au travail. C'est un chiffre qui est
assez nettement plus élevés que dans d'autres pays, et même y compris des pays voisins, comme en Allemagne, on est plutôt à 70%, ou aux Pays-Bas, où on est plutôt à 74%. Donc c'est vraiment perçu comme un droit, et ça nous intéresse de s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de bien-être, et comment on peut l'utiliser pour la performance de nos organisations. Oui, parce que du coup, petite question un peu initiale, Thibaut, concernant Indeed. Pourquoi vous vous intéressez finalement à cette dimension de bien-être, vu votre positionnement? Parce qu'on s'aperçoit qu'être simplement l'intermédiaire entre les chercheurs d'emploi et les entreprises ou les acteurs du recrutement ne suffit pas, avec nos données purement quantitatives, pardon, de volume de recherche d'emploi, de volume de métiers, etc., n'est pas suffisant. Notre mission, c'est d'aider les gens à trouver un travail, et on pense qu'il faut aider les gens à trouver un travail qui leur correspond le plus possible et qui leur permet de s'épanouir, quel que soit le métier, la localisation géographique. Donc on veut vraiment aider les chercheurs d'emploi en ce sens, et éclairer les employeurs sur cette notion de bien-être. On sait aussi que c'est une véritable tendance de fond, hein, donc le besoin en bien-être est de plus en plus accru, et le choix des collaborateurs, enfin des futurs collaborateurs et collaboratrices, peut se faire en fonction du niveau de bien-être qui peut exister dans telle ou telle organisation. Et donc pour l'épanouissement personnel, c'est très important pour nous de mesurer et de bien comprendre le bien-être au travail, pour éclairer les décideurs RH, et aussi éclairer les futurs choix de notre site. Ce qui explique en grande partie d'ailleurs le phénomène de grande démission, hein, qu'on a vu surtout aux États-Unis. C'est la recherche du bien-être. C'était naturellement une des valeurs les plus importantes pour se sentir mieux globalement dans la société. Exactement, donc il y a des grandes tendances de fond avec beaucoup de buzzwords, par exemple grande démission, effectivement, mais derrière ça, il y a effectivement une recherche de sens, de bien-être, beaucoup de confusion autour de ces notions, alors on peut le mesurer, mais malgré tout, on va le revoir après, hein, c'est de l'ordre du ressenti, et peut-être qu'on peut passer à une partie définition, hein, de ce qu'on entend par sur la partie bien-être. Euh, un salarié qui a un haut niveau de bien-être ou qui se dit épanoui, c'est quelqu'un qui indique qu'il a une vision assez claire de ses objectifs, qui est satisfait de son emploi, qui se sent heureux la plupart du temps et qui ne se sent pas stressé la plupart du temps. Donc on sent bien que c'est de l'ordre du ressenti, donc c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Et on a un mélange de plusieurs émotions que vous voyez ici, et on va en reparler après. Donc il y a cette notion de bonheur, d'utilité, de stress et de satisfaction. On va beaucoup parler un peu plus tard du stress, mais c'est effectivement très important d'avoir ces notions, mais c'est de l'ordre du ressenti, plus qu'autre chose. Mais malgré tout, ça se mesure, et ça peut s'améliorer aussi dans nos organisations. Oui, tu disais, Thibaut, à l'introduction, le bien-être, c'est un droit, c'est un privilège. En France, c'est un droit. Juste pour rappel, c'est inscrit même dans le Code du travail, dans l'article L4121-1, qui évoque la notion de bien-être au travail et qui met notamment l'accent, hein, sur la santé physique et mentale des salariés. Donc, c'est vraiment clairement un concept qui est très concret pour les travailleurs en France. Thibaut, je propose de passer sur le chapitre 1, le bien-être au travail, une attente. On va commencer à explorer les premiers enseignements de l'étude Forrester. Alors effectivement, merci Philippe. Effectivement, c'est un domaine qui est très vaste, hein, le bien-être. C'est quelque chose on parle de bonheur, on parle de quelque chose qui est relativement subjectif. On parle de la façon dont les gens se sentent dans leur travail. Le premier enseignement, c'est que c'est vraiment perçu comme une attente, et on va le voir après dans le détail. C'est véritablement, et c'est de plus en plus une attente, d'accord. La plupart des personnes interrogées, une part importante des gens qui ont été interrogés, nous indiquent que les attentes autour du bien-être au travail ont augmenté au cours de la dernière année, et très probablement que si on faisait ça rétroactivement sur les années précédentes, on voit que ça grimpe de plus en plus. C'est des attentes de plus en plus fortes pour les collaborateurs et les collaboratrices. Et ça vient finalement assez vite derrière des notions que toutes et tous on connaît bien, qui sont les notions de rémunération,
les notions d'apprentissage. Très très vite après, on voit que le stress et le manque d'opportunités contribuent très nettement à aller chercher un nouvel emploi. Donc c'est vraiment très très important de le prendre en considération. On a véritablement des personnes qui ont un besoin en bien-être et des attentes en bien-être qui sont extrêmement. Euh, la façon finalement dont on se sent au travail. Pardon Philippe, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, je voulais juste souligner effectivement le 18% de la gestion du stress qui était importante, parce qu'on aura l'occasion d'aborder ce thème un peu plus tard dans le webinaire. Et donc, du coup, gardez bien en tête ce 18%. La plupart du temps, je ressens du stress au travail. Absolument, et ça on s'est aperçu, même si on pouvait s'en douter, mais on s'est aperçu dans les enseignements de cette étude, on s'aperçoit que le stress a une incidence très très forte sur la notion de bien-être au travail. Okay. Ensuite, on se rend bien compte que la façon dont on se sent au travail a une incidence sur d'autres aspects de la vie. Donc c'est aussi ça a aussi un impact sur notre bonheur personnel, ce qui se passe dans nos foyers. Et on s'aperçoit que au-delà de la rémunération, qui est une attente très forte, qui continue à être très très forte, bien entendu, on travaille pour une rémunération. La plupart des personnes interrogées indiquent que le travail peut apporter plus que simplement une rémunération. Et la plupart d'entre eux, de nouveau, pensent qu'il est important de trouver une entreprise, une organisation qui se soucie du bien-être de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Donc, c'est véritablement une attente. Derrière ces notions de rémunération et ces questions, j'allais dire plus triviales, qui sont évidemment très importantes, mais des questions matérielles, il y a cette notion de bonheur, de bien-être, qui est beaucoup plus difficile à appréhender que la rémunération, la flexibilité, les horaires, les contraintes, etc. Là, on parle véritablement de ce que ressentent les gens et ils ont toutes bien compris que le bien-être au travail avait un impact au-delà simplement de ce qui se passe lorsque je suis avec mes collègues, lorsque je suis dans mon temps de travail. Ça a aussi un impact à l'extérieur, donc sur ce qui peut se passer dans nos maisons. Ouais, on revient toujours sur cette dimension un peu d'interaction et d'équilibre entre la vie perso, la vie personnelle et la vie professionnelle. On voit bien que l'un influe sur l'autre, et donc finalement tout est lié pour parvenir à une dimension de bien-être et de bonheur. Et tout à fait, je pense que les notions qui sont apparues de manière très flagrante en 2020 lors du Covid, les notions d'équilibre vie pro, vie perso. Il y a perso dans équilibre vie pro, vie perso, mais ces notions ont fait irruption dans nos agendas professionnels. Et donc la question est à prendre à bras le corps par les organisations parce qu'elle est très clairement scrutée, analysée, vérifiée par vos collaborateurs et vos collaboratrices, mais aussi les futurs talents que vous essayez d'attirer dans vos organisations. Thibaut, est-ce que tu as la question exacte qui avait été posée à l'occasion des résultats qui ont été présentés? J'ai une participante qui voudrait savoir quelle était la question posée sur les pourcentages que tu présentes là actuellement. Alors, de mémoire, je n'aurai pas la question exacte. Je crois que sur certaines des slides que je présente après, la question est très clairement mentionnée dans les notes. En revanche, les questions sont à disposition dans le lien qu'on vous enverra par la suite avec les détails. Donc, voilà, signalons à tous nos participants effectivement que nous vous fournirons en fin du webinaire un lien où vous pourrez disposer de l'ensemble de l'étude Forrester qui a été commandée par Indeed. Absolument. Ça marche Thibaut. Je te propose d'avancer du coup sur l'autre slide sur la mesure du bien-être. Exactement. Donc, pour mesurer et privilégier le bien-être, il faut d'abord essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sont sous-jacents. D'abord, les résultats du bien-être au travail, c'est du bonheur, on l'a dit. Encore une fois, quelque chose qui est extrêmement personnel. La définition du bonheur variera très fortement d'une personne à une autre. Le sentiment d'utilité, le stress et la satisfaction dans son emploi. D'accord ?
Et les facteurs vont être très importants au sein de ces différents résultats. D'abord, il y a des besoins intrinsèques, des besoins de croissance des individus, d'accord, la recherche d'apprentissage, d'accomplissement, de motivation, des besoins qui sont sociaux, d'accord, d'être valorisé, de se sentir faire partie d'une communauté, d'une entreprise. L'appui aussi, on y reviendra là encore, de sa direction, du management, et le soutien d'une manière générale. Et puis ensuite, on va descendre beaucoup plus bas avec des besoins beaucoup plus fondamentaux. Donc là, on a vraiment la pyramide de Maslow. Et c'est ça qui va déterminer, ces facteurs vont déterminer le bonheur, le niveau de stress, le niveau de satisfaction, et le niveau de sentiment d'utilité des collaborateurs et des collaboratrices. Donc c'est vraiment très très important de les avoir en tête et de les mesurer. Là aussi, on insistera assez lourdement sur ce point. Ouais, en décortiquant ce slide, je me disais où est-ce que j'allais caser la dimension de reconnaissance du travail accompli, ce qui est souvent recherché par les collaborateurs. Et finalement, ça remplit pas mal la case 3 sur les besoins sociaux, la dimension de valorisation, d'appui de la direction, le soutien. Absolument. Et puis, on va retrouver ça ensuite, le résultat en bien-être, ça va être le sentiment d'être utile et effectivement le niveau de satisfaction dans son emploi. Donc, ces besoins-là vont avoir un impact direct en termes de résultats sur le bien-être. Ça marche, Thibaut. Je te propose d'avancer sur la présentation des slides. On l'a dit, hein, c'est quelque chose qui est très individuel. Malgré tout, c'est une responsabilité partagée entre les individus qui forment votre organisation et l'organisation en elle-même, avec au sein de cette organisation le rôle du management direct. Ce qui est quand même intéressant, c'est que sur les 1000 et quelques personnes qu'on a interrogées, on a plus d'un tiers qui nous dit que c'est le bonheur au travail, cette notion de bien-être, c'est ma responsabilité. Voilà, c'est à moi de la prendre en charge. Très très rapidement, c'est directement le management. Donc les personnes qui sont juste au-dessus de nous, on considère les uns et les autres qui sont responsables de maintenir un niveau de bonheur individuel et de bien-être au travail qui est important. Et puis viennent après, on va dire les plus hauts instants de notre organisation, hein, soit nos COMEX, nos boards, et puis évidemment le ou la PDG, qui incarne parfois aussi le leadership de nos entreprises. Alors, j'ai un petit commentaire, Thibaut, sur ce slide-là, parce que la question posée, hein, elle est inscrite en dessous, là, dans le slide. Dans votre entreprise, qui est responsable du bonheur au travail d'un individu ? Et le 13% de la part des ressources humaines, je trouve ça très faible, parce que finalement, c'est quand même l'un des rôles importants des DRH que les salariés se sentent bien dans l'entreprise. 13% au même niveau que le PDG, d'ailleurs, c'est assez faible quelque part quand même. Mais c'est vrai que c'est effectivement assez faible. Il y a un fort niveau d'individualisme dans ce qu'on voit ici. Hein. C'est je suis responsable du bonheur dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est ça croise aussi certaines rencontres qu'on est amené à organiser chez Indeed et d'autres études. On se rend compte que de plus en plus, les directions des ressources humaines, alors clairement ont maintenant des rôles extrêmement stratégiques, notamment dans les organisations les plus larges, mais elles ont des rôle de chef d'orchestre finalement de tout ça, et elles essayent de plus en plus de faire comprendre certains éléments RH au management. Donc elles délèguent cette partie-là, mais en la contrôlant, en la surveillant, en formant aussi les managers. Donc finalement, il semblerait que le nouveau rôle qu'ont pris les directions des ressources humaines dans les 10 dernières années, si pas plus, ça se ressent lorsqu'on interroge les candidats et les candidates. Les RH ont bien compris qu'elles ne pouvaient pas avoir la main sur tout, qu'elles devaient vraiment être chef d'orchestre de beaucoup d'initiatives prises par l'organisation, mais qu'ensuite, la mise en application doit être faite par le management. Et les ressources humaines sont à la fois à l'initiative, mais aussi au contrôle. Et donc, ça se ressent assez bien finalement dans ça. On peut s'en étonner, mais je pense que c'est tout à fait aligné avec le rôle plus stratégique qu'ont pris les directions de ressources humaines au cours des dernières années, et surtout la façon dont les ressources humaines sont organisées maintenant, avec beaucoup plus de délégation
et de surveillance de la totalité du management et notamment du management intermédiaire. Et toujours par rapport à ce slide aussi, on est assez impressionné par l'influence des managers de proximité, hein, les fameux N+1, 22% qui sont directement concernés par ce sentiment de bien-être en entreprise. Ils ont une influence très, très importante dans le bien-être du salarié. Voilà, ils sont vraiment vus très très rapidement, encore une fois, après soi-même, ils sont vus comme ceux qui sont responsables. Si je me sens bien ou moins bien dans mon entreprise, c'est en totalité ou en partie la faute ou grâce à ces managers de proximité. Donc on va très probablement plus facilement se tourner vers son manager pour exprimer son mal-être ou son bien-être au travail. Ce qui doit très clairement provoquer aussi une réaction, hein, côté ressources humaines pour former ces managers, et puis évidemment du côté des managers pour aller scruter la motivation, le bien-être des collaborateurs, au-delà des simples métriques qu'on est habitué à mesurer, à surveiller lorsqu'on est manager, quel que soit d'ailleurs le métier, le secteur d'activité, etc. Donc ça doit interpeller tout autant les managers que les ressources humaines sur le rôle qu'ils peuvent avoir dans les organisations autour du bonheur et du bien-être. Merci Thibaut. Donc on voit bien effectivement que cette responsabilité en matière de bien-être est clairement partagée entre différents acteurs au sein des entreprises. Je propose d'avancer dans la présentation de l'étude avec la seconde partie concernant l'incidence du stress. Naturellement, on connaît, on évalue, on mesure l'importance du stress en entreprise, mais dans quelle mesure il faut essayer de le canaliser pour favoriser le bien-être en entreprise. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de l'étude Forrester chez Indeed? Alors, peut-être déjà pour commencer, et quand on parle de stress, hein, on parle d'un niveau de tension qui est excessif, d'accord. Et donc, je sais qu'il y a toujours un débat autour du le bon stress et le mauvais stress. Là, on parle du mauvais stress, hein. On parle de tension excessive, tension nerveuse excessive, dans le cadre du travail, d'accord. Et la première incidence, c'est quand on regarde le chiffre de droite, on a presque 90% des gens qui pensent que en réduisant le stress au travail, que le stress peut réduire notre qualité de vie au travail de façon importante. Ce qui veut donc dire, hein, si on le met de manière plus positive, que en réduisant le niveau de stress, on peut augmenter aussi sa qualité de vie et donc son bien-être au travail de façon assez importante. D'accord. Et on le verra après. Mais ça a aussi une incidence toute particulière sur la concentration, sur la motivation, sur aussi le niveau d'erreur que peuvent faire les salariés dans les entreprises. Et on va le voir juste après, c'est très souvent causé par des questions d'échéance et des questions d'objectifs qui sont perçus comme irréalisables. Donc c'est un facteur qui est extrêmement nuisible au bien-être au travail, si on s'en soucie, et qui est aussi nuisible potentiellement à la performance des organisations. Même si j'empiète un tout petit peu sur le chapitre suivant, pardon. Alors du coup, Le stress, vous avez mesuré ça de manière un peu plus nette, hein, savoir concrètement quelles sont les incidences du stress. exactement. Donc la première chose, c'est que l'incidence du stress, c'est la capacité à se concentrer. Lorsque je suis stressé, je peux moins facilement me concentrer. Ça, c'est la première chose. C'est aussi, je suis moins motivé à essayer de donner le meilleur de moi-même dans l'organisation. Je pense que je vais faire plus d'erreurs également. Et puis, je vais mal m'exprimer lorsqu'il va falloir parler à des collègues. Donc finalement, ça va faire tomber le niveau de performance et le niveau de communication dans l'organisation. Et évidemment, là, on parle de bien-être, mais il faut aussi imaginer que lorsqu'on parle notamment de la troisième point, ou même le premier point, hein, concentration et le fait de faire plus d'erreurs, il faut imaginer lorsqu'on fait un travail physique, potentiellement dans un environnement qui est potentiellement dangereux, que cette incidence du stress, c'est au-delà du bien-être psychique, mais c'est aussi peut-être le bien-être physique qui peut être en jeu. Hein. Donc si on si on étire un tout petit peu, l'incidence du stress va bien au-delà, du bonheur et de ce qui est ressenti, mais aussi peut avoir des incidences très très claires sur physiquement pour les collaborateurs et les collaboratrices, dépendant de l'environnement de travail.
On peut s'interroger, bien sûr, sur les causes du stress. Et très souvent, je l'ai dit en introduction de ce chapitre, c'est une question de timing, d'échéance, de date, d'agenda finalement qui est prise en considération. Et je pense que la plupart d'entre nous se retrouveront bien entendu dans ce commentaire. On est d'autant plus stressé qu'on a régulièrement des deadlines à respecter, d'accord. Ensuite, il y a aussi le sentiment qu'on m'a donné des objectifs qui sont irréalisables, d'accord, en tout cas qui sont perçus comme irréalisables. Évidemment, les relations interpersonnelles jouent beaucoup. Donc, le fait d'avoir des mauvaises relations avec des collègues ou des partenaires au sein de l'entreprise, ou peut-être aussi en dehors de l'entreprise, on peut tout à fait imaginer qu'avec des partenaires en dehors de l'entreprise, ça puisse causer du stress de manière significative. Et puis, je venais de le dire à l'instant, mais le fait de faire son travail dans des conditions qui sont risquées, notamment physiquement, peuvent aussi poser beaucoup de stress. D'accord. Donc, je ne vais pas forcément détailler tous les chiffres, mais si vous voyez juste après que le poids des responsabilités, finalement, c'est peut-être à mettre en parallèle avec les défis ou les objectifs irréalisables. Le fait qu'on demande une cadence de travail avec des deadlines qui sont très serrées, trop serrées. En tout cas, elles sont perçues comme très ou trop serrées et ça provoque d'autant plus de stress. Donc, on voit que c'est véritablement l'organisation du travail qui cause du stress. Et ensuite, effectivement, les relations interpersonnelles avec soit mon management direct, soit avec des collègues. Oui, donc on voit quand même dans les principaux points quand même qu'à 32%, la cadence de travail, c'est quand même le principal facteur de stress pour les collaborateurs. D'ailleurs, ça peut être cumulé, y a pas. Absolument. Donc ça devient effectivement très compliqué à gérer en termes de stress. Et on arrive au bout du compte à ce 16% où on parvient difficilement à se connecter de son travail, ce qui pose naturellement là des véritables problèmes d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 16%, c'est quand même un taux assez important si on commence à rêver de son travail la nuit. Absolument, et je pense que on continue probablement à rêver ou à cauchemarder peut-être des deadlines qui nous sont demandés, de ce qu'on devra faire le lendemain matin ou pour le surlendemain. Donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déconnecter, pour celles et ceux d'entre nous qui travaillent uniquement avec les outils numériques, avec les emails, etc. Effectivement, ça va avoir une incidence très très forte et c'est effectivement pas négligeable comme pourcentage. Mais le fait de ne pas pouvoir se déconnecter fait qu'on garde pas forcément que dans la tête, mais même dans nos mains, on garde ces deadlines, ces plannings trop serrés, ces objectifs plus ou moins réalisables à portée de main, y compris lorsque en dehors des heures de travail. Donc c'est tout ça cause du stress de manière individuelle. Et j'ai une réaction aussi de la part du participant qui indique que le non-sens de ce que l'on fait est aussi un facteur de stress. On revient toujours à cette question de quête du sens, mais c'est vrai que ça peut être intégré dans les 17% de la nature de mon travail peut être stressante car jugée trop monotone ou finalement on ne voit pas trop quelle est la portée du travail qui est réalisé. Le non-sens, effectivement, dans des tâches administratives peut être assez Absolument. Voilà, le sentiment d'utilité ou de satisfaction du travail accompli étant trop dilué, voire parfois réellement inexistant, ça peut causer du stress supplémentaire. Je pense aussi qu'une part non négligeable de ce stress pour les métiers qui ont peu ou pas de sens, ou en tout cas dont on n'arrive pas à percevoir le sens, c'est aussi qu'on se pose peut-être aussi la question de la sécurité de cet emploi-là, et ce qui peut causer évidemment un stress supplémentaire. Si on se dit que ce qu'on fait n'a pas ou peu d'utilité et que potentiellement l'entreprise ou l'organisation pourrait se passer de moi, ça crée un stress supplémentaire, celui de l'insécurité et de la perte de l'emploi. Et on sait à quel point perdre son emploi est évidemment extrêmement compliqué pour les individus. Alors, on arrive à la moitié du webinaire. Je précise qu'on est en train de décortiquer une étude Forrester sur le bien-être avec Indeed, pour ceux qui viennent de nous rejoindre.
Toutes les statistiques qu'on fournit, c'est bien un focus France, donc ça nous concerne tous directement. Et donc on va aborder, on continue en fait ce focus sur le stress avec différentes situations de stress qui peuvent survenir en milieu professionnel. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des notions de le bon stress et le mauvais stress, ou d'une façon positive ou moins positive. Et effectivement, la façon d'aborder le stress peut effectivement varier. Et très clairement, les personnes qui abordent les facteurs de stress avec un état d'esprit positif gèrent mieux la situation et donc se sentent plus heureuses dans leur travail. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si j'ai des deadlines à remplir, mais c'est un facteur de motivation pour moi, donc c'est du bon stress, ça me stresse, ça me tend un peu, mais c'est de manière positive. Je l'aborde de manière comme un défi à relever. Forcément, je le gère avec cet esprit positif, et donc la situation se règle plus facilement et je suis plus heureux au travail. On ne dit pas du tout que c'est toujours possible de l'aborder de manière positive, mais effectivement, là encore, on touche vraiment au ressenti, et ça peut être très, 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 très différent d'une personne à une autre. Selon aussi le métier dans lequel on se trouve. Un état d'esprit positif face au stress, c'est effectivement, comme je le disais, on perçoit le stress comme un défi à relever pour contribuer à la performance de l'entreprise. Donc, et ça, en général, c'est lorsqu'on a une équipe de direction ou le management, donc, qui fixe des objectifs qui se fixe des objectifs pour augmenter le bonheur au travail et réduire le stress. Et puis lorsqu'on a des managers qui ont des véritables plans d'action pour réduire le stress, avec des deadlines qui sont mieux posés, et du coup ces fameux objectifs à réaliser deviennent plus facilement abordables, et le stress est abordé de manière positive. Ensuite, lorsqu'il est abordé de façon négative, c'est vraiment lorsque le management ne se soucie absolument pas du facteur stress finalement dans la gestion des objectifs. Et on l'avait aussi bien vu dans les facteurs de stress, lorsqu'il y a trop de relationnel négatif entre collègues ou avec le management. Et donc là, on fait monter du stress extrêmement négatif et qui va contribuer donc à une mauvaise performance de l'organisation. Donc, il faut bien distinguer les deux, et aussi bien distinguer la façon dont l'entreprise, les individus, les équipes de management et d'encadrement et de direction abordent cette notion de stress, parce que ça peut avoir une incidence directe ensuite sur la performance des entreprises, qui est l'objet des chapitres suivants. On va aborder effectivement le troisième chapitre sur la dimension de la performance, mais c'est vrai que cette dimension de stress, elle est quand même difficile à gérer quand même globalement, parce que malgré toutes les bonnes volontés qu'on peut mettre en entreprise, si jamais un plan de suppression de poste a été acté en interne, de toute manière, il y aura un effet forcément sur le degré de stress parmi les collaborateurs. Absolument, et on va bien le voir dans ce troisième chapitre. C'est toujours bien de parler de bien-être et de se soucier des individus. Ça, on peut jamais être pris en défaut lorsqu'on essaye de se soucier du bonheur et d'améliorer le bonheur des gens qui nous entourent, y compris dans le monde de l'entreprise. Mais dans le monde de l'entreprise, elle aussi, elle a des échéances, elle aussi, elle a des objectifs bien précis. Et donc, si on l'aborde du côté de la performance et quelle est la perception de bien-être versus performance, où est-ce que ça se situe? Je pense que c'est toujours intéressant de se poser la question. De la même manière que sur d'autres sujets, où il a été parfois un peu plus difficile de se lancer, certaines entreprises ont commencé à prendre le sujet à bras-le-corps lorsque c'était directement lié à la performance. Donc, on peut parler de notions de diversité et d'inclusion, typiquement, des sujets qui sont sur la table depuis très longtemps, mais lorsqu'on parle aux entreprises et aux organisations en leur expliquant qu'une variété de profils socio-économiques, etc., de différents backgrounds vont aider l'entreprise à grandir, forcément le sujet est en général un peu plus à bras-le-corps. Donc là, en le prenant sous cet angle-là, c'est aussi une façon d'aborder le sujet et de le prendre à bras-le-corps.
Le bien-être en entreprise, avant de vous donner le détail, la première chose, c'est ce qu'on a quasiment 2 tiers des gens qui aimeraient pouvoir consulter des données relatives au bonheur et au bien-être dans leur entreprise avant d'y travailler. Et donc, on peut aussi imaginer que les gens qui sont dans l'entreprise ont envie de savoir quel est le niveau de bien-être maintenant versus il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a dans 2 ans, et peut-être que fait l'entreprise pour augmenter le niveau de bien-être. D'accord? Et comment ils font justement, Thibaut, ces personnes qui voudraient avoir des informations pour recueillir des éléments de bien-être au sein des entreprises avant de passer peut-être par le processus de recrutement ou avant de prendre contact avec l'entreprise? Il y a des outils qui sont mis en place, hein. Alors, il existe évidemment pas mal d'outils. Moi, je vais me permettre de parler de Indeed et de Glassdoor, qui sont la même maison, où de plus en plus, les candidats et les candidates, les collaborateurs et les collaboratrices vont être amenés à prendre la parole sur nos plateformes pour parler de leur expérience dans ces organisations. Et donc, ce qui va permettre à d'autres, de futurs candidats ou candidates, d'aller lire ses notes et ses avis et finalement de se faire une opinion au-delà des beaux contenus bien propres et qui sont mis à disposition des candidats, mais aussi, pourquoi pas, de ce qui est dit lors des entretiens, d'aller vérifier finalement si ces promesses ont déjà été tenues par le passé en se basant sur l'expérience vécue de collaborateurs et de collaboratrices. Donc, finalement, qu'on le veuille ou non, on peut facilement, pour la majorité de vos organisations, consulter probablement en lisant des commentaires à droite et à gauche, des notes et des avis, on peut déjà se faire une idée de ces notions de bien-être au travail dans vos organisations. Évidemment, plus il y a de collaborateurs qui laissent des avis et mieux c'est. Et donc, il y a toujours les organisations qui sont plus larges, plus volumineuses. On va toujours avoir plus de matière en tant que candidat ou candidate. D'accord. Et puis ensuite, on peut aussi imaginer qu'il existe d'autres indicateurs de mesure, des classements divers et variés qui peuvent exister et qui prennent parfois en considération ces notions de bien-être au travail et de bonheur au travail. Ça marche, Thibaut. Je propose de continuer sur la présentation, sur la partie performance. Absolument. Donc d'abord, on a seulement aujourd'hui 42% des personnes qui sont interrogées qui nous disent que leur entreprise mesure le bien-être des collaborateurs. Il existe une mesure dans leurs organisations. Et ça, on sent bien que c'est, on le verra après là aussi pour les recommandations, mais on voit bien que c'est un peu la base de tout. Si on ne mesure pas, on aime bien dire chez Indeed, que quelque chose qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Donc, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Si on mesure quelque chose, alors on peut essayer de l'améliorer et c'est beaucoup plus facile. Quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que une personne qui a un niveau faible de bien-être au travail est beaucoup plus susceptible de partir dans son entreprise actuelle. Donc c'est ça, quand on parle de performance, on parle le bien-être des collaborateurs a une incidence directe sur le turnover. D'accord. On a une part relativement faible finalement qui pense que leur entreprise priorise le bien-être au travail avant les profits. D'accord. Alors je pense que d'un point de vue personnel, je peux même dire que c'est même surprenant, même si c'est faible, c'est un volume qui est assez important. Et on a peu d'entreprises qui mesurent le bien-être. D'accord. De l'autre côté, voilà, lorsqu'on a un niveau de bien-être qui est fort, on est beaucoup plus emprunt à essayer de rester dans son emploi. On considère plus facilement que son entreprise a mis ça sur le devant de la scène. Ça peut paraître bête, mais voilà, on se dit l'entreprise a vraiment pris ça en considération, elle prend vraiment soin de moi, elle le met quasiment au même niveau que le niveau de profit. Et en général, ces entreprises-là, elles mesurent le bien-être et probablement qu'elles le communiquent aussi en interne. Je pense que c'est surtout la première ligne qu'il faut prendre en considération, notamment, et c'est de se dire qu'une personne qui considère qu'elle a un niveau élevé de bien-être au travail, elle est beaucoup plus fidèle dans son poste, donc le taux de turnover baisse, et à contrario, évidemment, on a des personnes qui vont plus facilement quitter leur poste lorsque leur niveau de bien-être est en baisse. Donc ça, je pense que c'est l'enseignement principal, c'est le bien-être au travail comme outil de rétention, et puis aussi,
si on le met en corrélation avec l'incidence du stress, c'est aussi des gens qui vont être plus concentrés, qui vont être plus efficaces, qui vont mieux travailler dans l'organisation lorsqu'elles sont moins stressées. Oui, c'est vraiment à ne pas négliger, hein, vraiment cette dimension de bien-être pour les entreprises. C'est important pour garder vos meilleurs éléments, pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils s'épanouissent. C'est vrai qu'on a parfois tendance à se répéter dans les différents webinaires, mais c'est quand même des socles, des fondamentaux qui sont importants à prendre en compte par les entreprises. Oui, étude après étude, on se rend vraiment compte que c'est un facteur de performance dans un marché, et Indeed est très bien placé pour vous le dire, qui reste extrêmement tendu, avec des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité qui sont sans précédent. On se rend compte que fidéliser ses collaborateurs, c'est très, très important. Et donc, par le biais du bien-être au travail, prendre ce sujet à bras-le-corps peut faire la différence entre une poignée de collaborateurs qui s'en vont ou plusieurs poignées de collaborateurs qui s'en vont. Ça peut vraiment faire la différence sur la performance de vos entreprises. Une part assez importante finalement des collaborateurs, enfin des personnes qui sont interrogées, disent que ils croient en tout cas que le bien-être, leur bien-être est lié au succès de l'entreprise. Donc vraiment que s'ils sont bien dans leur travail, l'entreprise va avoir du succès et peut-être vice-versa. Et on a finalement qu'une petite partie d'entre eux qui pensent que l'entreprise a privilégié le bien-être. Donc, on peut se poser beaucoup de questions aussi sur comment les collaborateurs et les collaboratrices perçoivent ces notions de profit et de bien-être, d'accord ? Et on a vu effectivement, on a des entreprises qui ne privilégient pas le profit. On peut penser à des entreprises de type mutualiste qui sont aussi très très gros employeurs. Donc on a tout type d'organisations qui existent aujourd'hui. On a des nouveaux statuts qui sont arrivés d'entreprises à mission, etc. Donc ça peut aussi avoir un impact très important sur l'attractivité de ces entreprises et aussi la capacité à retenir un maximum les talents. Ce qui est vraiment, je pense, primordial, c'est à partir du moment où on le mesure, on peut l'améliorer. Et à partir du moment où on sait où on se situe, on peut imaginer garder un maximum de ses collaborateurs plutôt que de les perdre simplement parce qu'on n'a pas pris le sujet à bras-le-corps. Alors même qu'on a bien vu que le stress a une incidence très très forte sur le bien-être au travail. Et souvent sur des choses qui sont extrêmement pratico-pratiques. La cadence de travail, les deadlines, le droit à la déconnexion, etc. Quand il s'agit de relations interpersonnelles, c'est un peu plus compliqué, mais lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs, de stress, etc., on est sur quelque chose qui est concret, qu'on peut mesurer et probablement améliorer. Ce qui nous amène donc peut-être à la la série dernière des partie. recommandations. Thibaut, je vais te laisser souffler un petit peu, 2 minutes. J'ai des questions très pratiques qui viennent de survenir sur le fil de chat. Alors, pour rassurer tous nos participants, nous y arrivons bientôt à la fin. On s'était dit que les tranches horaires, ça serait 14h30, 15h30. Nous finirons ces webinaires à 15h30, nous vous le garantissons. Et j'ai encore des questions aussi sur la portée de l'étude. Les chiffres que vous présente sur les statistiques, c'est sur le focus France. Mais l'étude Indeed est de portée internationale. Et on vous donnera le lien à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez accéder à l'intégralité de l'étude. Thibaut, il nous reste un petit quart d'heure. On va passer à la phase recommandation et après, on va pouvoir se lâcher un petit peu, entre guillemets, sur la session de questions-réponses. Absolument. Et surtout, je pense que les recommandations vont être rapides parce que j'ai essayé de les disséminer tout au long de la présentation des résultats principaux. La première recommandation, si j'ai pas été assez insistant, je vais le redire, c'est déjà de mesurer le bien-être en entreprise. Je crois avoir vu certaines questions d'ailleurs dans le chat, on essaiera d'y revenir après. Parce que même si les questions de rémunération, de flexibilité sont des critères qui sont plus importants que le bien-être au travail, finalement on doit continuer ou peut-être commencer à s'intéresser à cette notion de bien-être pour aller plus loin, pour voir également réellement là où les collaborateurs et les collaboratrices sont épanouis, s'assurer
qu'ils gardent le meilleur niveau de rémunération possible, qu'ils aient leur place au sein de l'entreprise et qu'ils aient confiance à la fois en leurs collègues directs, mais évidemment aussi dans le management et dans les équipes de direction. D'accord ? Donc ça, c'est peut-être le message principal, c'est de le mesurer et de le mesurer le plus efficacement possible. Voilà. Ensuite, c'est d'utiliser la donnée en se concentrant sur des initiatives qui apporteront le plus possible d'avantages. En essayant de comprendre ce que vos employés apprécient particulièrement, on peut essayer d'augmenter ces initiatives-là pour aussi déterminer quels sont les domaines qu'il faut améliorer et mettre en avant, célébrer les efforts qui ont effectivement porté leur fruit. Donc, pour ça, il faut vraiment revenir à ce que l'entreprise apporte. Et peut-être que ça nécessite aussi des notions de benchmarking, d'accord, de se comparer aussi avec ce que font d'autres acteurs d'autres employeurs de votre secteur d'activité. Et puis, pour toute initiative qui est mise en place, d'essayer de le mesurer de la manière la plus précise possible. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça a amélioré les scores de bien-être dans mon organisation ? Et aussi, est-ce que l'effort que ça a demandé pour le gain que ça a produit au niveau de la réduction du stress, de l'augmentation du bonheur, de l'augmentation de la satisfaction et du sentiment d'utilité des collaborateurs et des collaboratrices, voilà. Est-ce que ça a eu un impact direct ? Lorsqu'on regarde dans le détail, on s'aperçoit que, et Philippe l'avait rappelé tout à l'heure, l'importance du management, notamment du management de proximité, on se rend compte que les attentes vis-à-vis d'un manager sont très très fortes. D'accord ? C'est juste après moi-même responsable de mon bonheur, juste après il y avait mon ou ma manager, donc c'est très très important. Et donc former ces managers pour qu'ils restent à l'écoute, pour qu'ils aient le temps et l'espace de créer les bonnes dynamiques, vont être absolument primordiales dans l'épanouissement, le bonheur, le bien-être dans vos organisations. D'accord ? Et il y a eu beaucoup de débats dernièrement. Devenir manager, ça devrait plus être une promotion, hein, ça devrait être basé sur des compétences bien particulières. Et peut-être que si dans vos organisations, peut-être que dans le passé, on a promu des gens au poste de manager, finalement, quelles que soient leurs aptitudes et leurs compétences réelles, il va falloir former aussi ces managers parce que l'attente de bien-être qui provient du manager et des managers sont extrêmement fortes. D'accord ? Il y a plein d'autres choses qui viennent en considération, mais clairement, le dialogue avec les managers, si je prends la troisième ligne, par exemple, sentir que mon feedback est bien accueilli, c'est souvent le feedback que je fournis à mon manager sur ce qui se passe dans mon périmètre de travail, etc. Donc, c'est très, très, très important. C'est peut-être le principal slide des recommandations. Je mettrai celui-ci en sélection. En première sélection, honnêtement, c'est assez éclairant. Les attentes des collaborateurs vis-à-vis des managers qui devraient davantage prendre en compte ces divers contextes. Et donc pour ça, il faut évidemment le mettre former les managers à ces différentes notions, parce que finalement, un manager qui ne fait que passer les deadlines au sein de ses équipes, sans forcément les filtrer, les reformuler, les mettre dans le contexte, ça va créer notamment du stress et donc malheureusement avoir un impact négatif sur le bien-être au travail. Ce qui me permet d'enchaîner assez facilement et pour conclure, on a bien vu que le stress, c'était la chose la plus négative qui va impacter le plus négativement le bien-être au travail. Tout à l'heure, on a parlé de grandes démissions. Il y a d'autres buzzwords, mais qui sont très réels, qui sont apparus dans les actualités au cours des 2, 3 ou 4 dernières années. Donc, l'épuisement professionnel, d'accord, qui augmente de plus en plus. Donc, la notion de burn-out, qui aussi maintenant sont pris en compte par la législation. Et encore une fois, avec un impact qui est très négatif pour vos organisations, puisqu'on a des collaborateurs et des collaboratrices qui ne sont par définition plus productifs, voire qui quittent les effectifs de l'entreprise. D'accord ? Donc c'est très important de le prendre en considération. Et puis, il y a une autre chose aussi, lorsqu'on ne peut
voilà, ni augmenter les collaborateurs, ni réduire la charge de travail, parce que souvent la réduction de la charge de travail veut dire aussi des deadlines plus faciles à remplir, et des missions plus faciles à exécuter dans les temps impartis. L'autre chose, c'est d'offrir le plus d'autonomie possible à ses collaborateurs, donc dans l'organisation du travail. Encore une fois, on parle là, c'est très facile à dire pour des métiers du tertiaire, c'est beaucoup plus compliqué lorsque on est sur une chaîne de production, quel que soit d'ailleurs son poste, mais lorsqu'on a des responsabilités sur une chaîne de production, l'organisation du travail, l'autonomie dans l'organisation du travail est beaucoup plus compliquée. Donc c'est très important de garder en tête le stress. Et encore une fois, la charge de travail et l'organisation du travail sont ce qui vont impacter le plus ce stress. Donc on peut le mesurer, il faut le mesurer, il faut former ses managers et il faut faire attention au stress pour conclure. Ce qui va nous laisser, je crois, 9 minutes, on s'était laissé 10 minutes, mais ça va nous laisser 9 minutes de questions et de réponses. Voilà, désolé pour ma diction un petit peu rapide, on voulait absolument couvrir le maximum de choses, mais voilà, c'est avec plaisir qu'on va prendre vos questions maintenant. Merci Thibaut pour l'ensemble des enseignements à travers cette étude Forrester. On va vous rappeler qu'on va vous donner le lien pour que vous puissiez accéder à l'intégralité de cette étude. Beaucoup d'éléments ont été fournis sur la dimension du bien-être au travail et de l'influence du stress. Il y a une question fondamentale qui revient et finalement, on va peut-être essayer de poser un peu ce débat pour finir. Quels sont les outils, Thibaut, qu'on peut utiliser pour évaluer le bien-être en entreprise finalement? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut donner comme type d'outils, comme conseil à nos participants pour essayer d'évaluer ce bien-être en entreprise? Alors, je ne sais pas si je pourrais mentionner des noms, et Philippe, c'est libre d'en mentionner. Probablement que dans vos organisations, vous avez déjà, celles et ceux d'entre vous qui travaillent dans des organisations assez larges en volume, en effectif, vous avez probablement ce qu'on appelle en très bon français des pulse surveys, voilà, des enquêtes de satisfaction collaborateurs, mais certaines ne prennent pas toujours en compte ces notions de stress, etc. Donc déjà, s'appuyer sur ces différentes enquêtes de satisfaction et essayer à la fin, d'avoir un score sur le bien-être au travail et ou sur le stress, ou les deux, qui est le plus clairement possible. Lorsqu'on est dans une entreprise peut-être d'une taille plus modeste et qu'on n'a pas forcément accès à ces outils-là, encore que ces outils sont aussi disponibles pour des entreprises de taille intermédiaire, on peut imaginer qu'a priori, on a tous des entretiens annuels avec nos managers. Donc là encore, ça va nécessiter de former ces managers, mais que dans ces entretiens annuels, on prenne en considération, on pose des questions très directement liées au bien-être des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, moi, je ne vais pas forcément vous donner de nom, mais il en existe beaucoup et qui sont en capacité d'avoir des questionnaires et de récolter de manière plus ou moins anonyme de l'information de la part de vos collaborateurs et collaboratrices. Et encore une fois, pour le coup, là, je peux les mentionner sans problème. N'hésitez surtout pas à aller voir sur vos pages Indeed et Glassdoor ce qui est dit de vous par vos collaborateurs et vos collaboratrices. Et je voudrais en profiter pour faire une petite page de publicité pour RH Matin. Si vous voulez savoir quels sont les outils disponibles sur la santé mentale en entreprise, n'hésitez pas. Nous faisons beaucoup d'articles sur des nombreux prestataires qui se concentrent sur la dimension de la santé mentale des salariés. Il y a quand même un essor de start-up notamment qui se développe sur ce domaine-là. N'hésitez pas à consulter les articles disponibles sur RH Matin. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des entretiens annuels, mais je pense que le rôle des DRH aussi, quelque part, c'est de sortir de ce cadre un peu formel de discussion avec les collaborateurs pour aller au-devant de ces collaborateurs et finalement discuter de manière un peu plus informelle sur leur bien-être, sur comment ils se sentent quelque part. C'est peut-être ça qui est quand même beaucoup plus beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche d'enseignements finalement sur l'état de bien-être des collaborateurs. Oui, en effet, c'était juste un exemple et moi je vais prendre l'exemple d'Indeed qui est une entreprise de 12 000 collaborateurs.
On a 2 sessions par an où on est interrogé et on est fortement encouragé à le faire et c'est fait de manière anonyme. Mais ensuite, on peut voir par département, par localisation géographique ce qui se passe. Et ensuite, il y a deux autres temps dans l'année où cette fois-ci, le volume de questions est réduit et aussi peut-être sur des thématiques sur lesquelles l'entreprise a essayé de faire des choses. Voilà. Donc, on utilise pour ça des outils qui sont connus du marché. Eric, est-ce qu'on peut avoir, en élargissant un peu le débat au-delà des statistiques que tu nous as fournies pour le marché français par rapport à l'étude globale qui a été fournie, est-ce qu'il y a des grandes différences que vous avez perçues à travers l'étude Forrester sur d'autres marchés européens que vous avez scrutés? Je pense notamment aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Alors, on ne trouve pas la différence majeure, c'était celle de à quel point le salarié français considère que c'est véritablement un droit et donc que l'entreprise doit le prendre en considération. On n'a pas particulièrement de différence sur le reste, d'accord. Marginalement, on pourra peut-être voir que la place de l'individu est plus ou moins importante. Peut-être qu'au Royaume-Uni, le côté bien-être, c'est ma responsabilité, alors qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est un peu moins ma responsabilité. Je décharge ça un peu plus sur mon entreprise. Mais on est sur des choses, en tout cas en Europe, on est sur des choses qui sont beaucoup plus marginales. Si on allait plus loin, on aurait de plus grosses différences, notamment avec l'Amérique du Nord ou avec le Japon, par exemple. Donc, on n'a pas de différence majeure. Ce qui est, lorsqu'on est une entreprise et qu'on fait face à une compétition mondiale, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Ça veut dire qu'on joue tous à peu près avec les mêmes cartes. On a besoin, en tant qu'organisation, de se soucier du bien-être au travail. Évidemment, avec une partie qui est un peu différente d'un pays à un autre. Il est vrai que la notion de stress est très, très prégnante en France, d'accord. Et peut-être aussi que c'est simplement une histoire de définition, hein, de la manière dont, quand on entend stress, on a peut-être quelque chose de très différent dans la tête lorsqu'on est français, néerlandais, allemand, italien ou britannique. Mais en tout cas, sinon, il n'y a pas de différence majeure, à part, par contre, l'attente est beaucoup plus forte. Enfin, c'est considéré comme un droit par les Français beaucoup plus que par les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais. Oui, effectivement, c'est un droit en France, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi un changement de monde quelque part sur la dimension du bien-être après la période Covid-19 où finalement on a tous ressenti l'importance de la santé globalement et de pouvoir vivre comme une vie normale quelque part. Ça a complètement bouleversé cette dimension du bien-être en entreprise, finalement, cette séquence Covid-19. Oui, en tout cas, ce qui est très clair, alors chez Indeed, on a tendance à dire qu'il y a plein de notions, on a l'impression qu'elles sont apparues totalement dans le paysage après le Covid-19. Donc, je pense à des notions de télétravail, de flexibilité, etc. La réalité, c'est beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire que c'était des choses qui étaient déjà présentes, mais simplement elles ont été accélérées et catalysées dans la tête des salariés. Et le bien-être au travail en fait partie. Je pense que c'était des notions qui étaient déjà très importantes et qui simplement elles sont maintenant sur le devant de la scène et surtout top of mind pour les candidats et les candidates. Et il n'est plus question de faire de compromis là-dessus. Et comme tu l'as mentionné sur la santé mentale, voilà, on a aussi pris conscience que les entreprises avaient aussi leur rôle à jouer dans la santé mentale de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices. Donc, il ne faut pas croire que ce sont des phénomènes nouveaux. Par contre, ils ont été accélérés et fixés par la période Covid. Donc, c'est des notions qui existaient déjà. Simplement, peut-être que beaucoup d'organisations ne s'en souciaient pas. Et par la force des choses, elles ont été obligées de s'en soucier. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments, Thibaut. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je crois qu'on va vous remettre sur le fil le lien de l'étude pour le téléchargement de cette étude. Ça a déjà été fait, je crois. Ah voilà, c'est ça, effectivement. Ça y est, Florent, notre technicien, vient de le remettre en ligne. Donc, vous pouvez vous connecter directement pour récupérer l'étude intégrale de Forrester pour le compte d'Indeed. Thibaut, merci beaucoup pour l'ensemble de cette présentation qui a duré 1 heure. On arrive à sa fin. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sur le site web RH Matin.
et que nous aurons d'autres webinaires dans le courant de l'automne sur les thèmes naturellement de la gestion des ressources humaines en entreprise. Thibaut, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments. Je vois qu'il y en a encore qui demandent où est le lien SVP. On est en train de le transmettre. On ne vous oublie pas. On vous l'avait dit qu'on vous transmettrait le lien. Voilà, c'est en cours de diffusion sur le fil de chat. Merci beaucoup à tous nos participants qui ont assisté à l'ensemble, à l'intégralité de ce webinaire. Et nous vous remettons votre liberté pour revenir à vos tâches et à votre travail en entreprise. Merci en tout cas du temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup Thibaut pour l'ensemble des éléments. Merci à RH Matin, merci à toutes et à tous. Et pour toutes les questions pratiques au sujet de l'étude, les quotas, le nombre de personnes, tout est vraiment dans le lien, et c'est pour ça qu'on a délibérément pas forcément répondu à ces questions dans le chat. Donc n'hésitez surtout, ne vous en faites pas. Tous les détails sont dans l'étude. Tous les liens avec toutes les questions, toutes les statistiques et naturellement l'intégralité des enseignements sur cette dimension de bien-être entreprise. Thibaut, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir.